à toutes et à tous, hi guys. Alors mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science, j'ai choisi de présenter pour vous dans cette vidéo un grand auteur, un auteur cette fois-ci avec une histoire de vie émouvante, un parcours atypique compte tenu des événements à la fois dramatiques et difficiles qu'il a eu à traverser. Ce grand auteur est co-vainqueur du prix de la Banque de Suède en économie en mémoire d'Alfred Nobel en 1997 avec Robert Merton, même si on aurait pu citer leur troisième co-auteur, Fisher Black, en tant que co-vainqueur, car les trois travaillaient de pair sur le même sujet. Mais Black, malheureusement, est décédé 2 ans avant qu'il ne décroche le prix Nobel, c'est-à-dire en 1995. Mais en hommage et en mémoire à leurs chers défunts collègues, ils baptisent leur modèle le Black. Aujourd'hui, le modèle Le Black est connu dans toutes les salles du marché du monde entier. Alors, l'avez-vous deviné, mes chers abonnés? Bravo! C'est bien Myron Samuel Schultz. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble, mes chers abonnés, la biographie de Schultz et la genèse de son œuvre. Alors, qui est Myron Samuel Schultz? Il faut savoir que cet auteur a vécu 2 drames, 2 événements très difficiles pendant son enfance. D'abord, il a perdu sa mère à l'âge de 16 ans et ensuite, il a eu une maladie sous forme d'ulcère sur la cornée des 2 yeux, lui rendant la lecture pénible. Il apprend alors à penser abstraitement. Son écoute active, sa réflexion conceptuelle feront de lui un remarquable chercheur qui ne perd jamais un argument dans une discussion académique, en témoigne son collègue, le grand économiste lauréat du prix Nobel, Milton Friedman. Au lieu de poursuivre ses études, il décide de se conformer aux souhaits de sa mère, c'est-à-dire de rejoindre son oncle dans les affaires, tout en suivant en parallèle des cours à l'université de Chicago, la prestigieuse université de Chicago. Au bout d'1 année, il décide de ne plus retourner dans l'entreprise de son oncle. Il trouve alors un emploi en tant que programmeur junior à l'université de Chicago, bien qu'il n'ait jamais fait d'informatique. Schultz n'est pas codeur, le doyen lui annonce qu'il est le seul programmeur de l'université, mais il l'envoie en formation pendant plus de 4 mois dans un centre informatique. Et là, il tombe amoureux du codage, le crush, de la programmation des ordinateurs. Il devient fou d'informatique, un véritable expert de cette discipline, à tel point qu'il sera un pilier et rapidement le directeur. À partir de 1973, il devient le directeur du CRSP, Center for Research in Security Prizes, célèbre centre de recherche pour les prix des titres de l'université de Chicago. C'est juste génial. Alors, sous les conseils de l'un des piliers du département d'économie, un auteur qui ne vous est pas inconnu, Merton Miller. Vous avez, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'ont pas encore regardé la vidéo, donc une vidéo sur ce grand auteur, lauréat du prix Nobel en 90 avec Sharp et Markowitz. Et bien, donc, Merton Miller conseille à Myron Samuel Schultz d'entreprendre son PhD. Sa thèse porte sur les déterminants de la courbe de demande de titres
Donc c'est normal, c'est le sujet de prédilection de Miller. Il a mis un petit peu sur cette piste, donc de comment se constituer un portefeuille d'investissement rentable. Parallèlement, donc, ils travaillaient ensemble avec Miller. Donc Miller et Schultz travaillaient ensemble et publiaient en 1972 l'un des tout premiers articles sur la relation entre rentabilité des titres et leur risque systématique, le fameux bêta ou le risque du marché. Alors au départ, il a travaillé sur l'analyse des portefeuilles d'actifs financiers, en d'autres termes, l'optimisation des choix d'investissement et le secret des placements rentables, mais ses recherches sont vaines. Donc s'il voulait gagner le prix Nobel, il fallait chercher ailleurs, quelque part, hein, puisque Sharpe, Markowitz et Miller ont eu le prix Nobel sur comment se constituer un portefeuille d'actifs financiers rentable. Et du coup, il a changé un petit peu d'orientation en se spécialisant dans les options d'achat ou les calls. Alors rapidement, il a été nommé assistant professeur à MIT, Massachusetts Institute of Technology, où il a fait la connaissance de Fisher Black. Et à l'époque, Fisher Black était consultant chez Arthur D. Little, le prestigieux cabinet de conseil à Cambridge. Ensemble, ils se lancent dans une fructueuse collaboration sur de très nombreux sujets, dont la fameuse formule d'évaluation d'options d'achat. Donc on va voir cette fameuse courbe croissante avec deux asymptotes. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une option d'achat? Qu'est-ce qu'un call? Une option d'achat, c'est un contrat financier qui donne à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter un actif sous-jacent à un prix spécifique. Donc le prix d'exercice ou le prix de levée, avant une date d'expiration donnée. Donc il y a toujours une date d'échéance dans une option d'achat. Ce type d'option est souvent utilisé dans le domaine des investissements financiers pour spéculer sur la hausse des prix d'un actif, comme une action, une matière première ou encore une devise. Donc si ça vous permet d'acheter tout de suite l'actif et qu'après il va prendre de la valeur, donc vous allez le vendre au moment où il va prendre de la valeur. Donc l'acheteur d'une option d'achat espère généralement que le prix de l'actif sous-jacent augmente au-dessus du prix de l'exercice, lui permettant ainsi de réaliser un profit lorsqu'il exerce donc son option d'achat ou lorsqu'il la vend sur le marché. Les travaux de Black et Schultz portent principalement donc sur l'évaluation des actifs conditionnels, qui sont donc les options d'achat qu'on appelle les calls. Robert Merton rejoint leur groupe au MIT et les trois s'intéressent aux déterminants des prix, des actifs financiers et l'évaluation des options, voire des produits dérivés, aux instruments de financement par dette des entreprises. Et c'est plutôt Merton qui va être le spécialiste dans ce type de produit, hein, puisque lui il considère l'option comme une obligation d'entreprise, c'est-à-dire elle comporte un risque, donc il faut définir une prime de risque, et voilà, donc prendre en compte le risque de l'entreprise émettrice de la dette. Voilà, ou le défaut de dette de l'entreprise émettrice de l'obligation. Black et Schultz sont nommés professeurs à l'Université de Chicago en 1972. À partir de 1973, Schultz s'investit totalement dans le CRSP, Center for Research, Securities and Prices, et développe une vaste base de données boursières historiques américaines, où il fait fructifier ses compétences informatiques et dirige de nombreuses recherches qui feront de Schultz l'un des chercheurs empiriques les plus prolifériques de son temps. En 1990, Schultz entre chez Salomon Brothers comme consultant spécial
et devient associé et directeur de l'activité taux d'intérêt de la banque d'investissement. En 1994, il rejoint avec Merton le hedge fund Long Term Capital Management, qui a été créé par John Meriwether, donc considéré comme maître de l'univers, donc chez Salomon Brothers, la banque de trading de Wall Street. Il y a tout de même qu'on l'appelle aussi la légende Salomon Brothers, qui ont connu une grande ascension et après une récession à cause de conflits et pouvoirs, des conflits de pouvoir en interne. Alors, la stratégie d'investissement du fonds est de tirer parti d'opportunités d'arbitrage sur le marché des taux d'intérêt, sauf qu'à la suite des crises asiatiques et russes de 1997 et 1998, le fonds perd en moins de 4 mois près de 5 milliards de dollars. Les positions d'arbitrage du fonds pariaient sur un resserrement des spreads, donc les écarts, entre obligations d'État différents qui, au lieu de converger, ils ont divergé. Malheureusement, le hedge fund a vu augmenter les cours des titres qu'il a vendus à découvert et baisser le cours des titres qu'il a achetés. Et donc, sous l'impulsion de la Federal Bank Reserve de New York, la Banque centrale de New York, et pour éviter une crise systémique mondiale, un consortium de banques sauvera le hedge fund de la faillite en reprenant le portefeuille de fonds et en le renflouant, ce qui s'avérera très profitable pour le consortium, mais pas pour les fondateurs, hélas, malheureusement, puisque les positions prises s'avèrent in fine gagnantes. Il fallait juste renflouer le portefeuille en trésorerie. Donc, c'est les crises qui ont fait que ils étaient à court de fonds, mais les positions étaient vraiment gagnantes in fine, donc leur calcul était correct. Après un lent purgatoire, Scholz retrouvera ses fonctions dans le monde financier. Il reste un grand auteur, un grand financier. Depuis 2014, il est responsable de la stratégie d'investissement chez Janus Capital Group, société d'investissement de Denver, qui a plus de 200 milliards d'actifs sous gestion. Alors, on va maintenant s'intéresser donc à la genèse de l'œuvre et aux travaux de Scholz. Le modèle de Black-Scholes est basé sur l'hypothèse que les prix des actifs suivent une distribution log normale et que les taux d'intérêt et la volatilité des prix sont constants au fil du temps. Il utilise une formule mathématique pour calculer le prix d'une option d'achat, donc ou d'un call, en fonction du prix de l'actif sous-jacent S, le prix d'exercice de l'option K, la durée de l'option, les taux d'intérêt et la volatilité des prix. Ce qui fait qu'une option d'achat ou un call est une courbe croissante avec deux asymptotes. Et sa valeur est de 0,S-K. Donc la valeur de l'actif sous-jacent moins la valeur de l'exercice de l'option K. Alors la démonstration de leur calcul se fait dans un marché efficient, un marché parfait, caractérisé par 4 caractéristiques. Rappelez-vous dans notre dernière vidéo sur Modigliani et Miller. 1. Absence de frais de transaction. 2. Taux d'emprunt et de prêt identiques. 3. Information parfaite. Et 4. Un monde sans fiscalité, c'est-à-dire aucune distribution dividende autre n'est possible, mais avec une vente à découvert possible. Alors, quel est le raisonnement ou la démonstration de Black & Scholes? Ils nous disent, plus la valeur du sous-jacent de l'actif, donc S, baisse,
plus la valeur du call, l'option d'achat, donc c'est, se rapproche de 0 et a pour asymptote la gauche de la valeur de l'exercice K. Plus la valeur du sous-jacent S est élevée, plus la valeur du call, donc C, est élevée et a pour asymptote la droite S moins K. Donc, si la valeur du sous-jacent baisse, l'asymptote est égale à K, donc on ne perd jamais au final. Donc, c'est le prix de l'exercice. Et si elle augmente, eh bien, elle aura pour valeur S moins K, donc qui est le gain réalisé suite donc à cette hausse du prix d'action, du prix de l'option d'achat. Donc, comme vous pouvez le constater, d'après Black & Scholes, le portefeuille est indépendant de la valeur de S, puisqu'une perte sera compensée par un gain et inversement, un gain sera compensé par une perte sur 2 calls ou 2 options d'achat. Pour rester dans un état de couverture parfaite, il faut modifier soit le nombre d'options, soit le nombre d'actions. En effet, la rentabilité d'une position couverte en actions et en options est égale au taux sans risque. Et puis, il conseille d'utiliser l'argent des ventes à découvert et des emprunts pour financer les positions longues, les positions d'achat. Et donc, dans l'idéal, c'est d'avoir un portefeuille short-long où on vend donc les options à découvert et des emprunts pour financer les positions longues, donc les positions d'achat. Mes chers abonnés, les amoureux de la science, j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris l'essentiel des travaux de Black & Scholes sur l'évaluation des options d'achat, dit calls, qui montre que le portefeuille est indépendant de la valeur de l'actif S, étant donné que la valeur du call est une courbe avec 2 asymptotes et donc automatiquement une perte est compensée par un gain et un gain est compensé par une perte. Avant de conclure cette vidéo, je ferai une petite parenthèse sur les travaux de Merton. Pour Merton, l'option correspond à une obligation de l'entreprise. Ces contributions sont plus adaptées pour les actions avec risque de défaut de l'émetteur de la dette de l'actif sous-jacent. Et pour cela, une prime de risque est exigée par l'investisseur pour bien sûr le risque de défaut de l'emprunteur. Le modèle est une extension du modèle de Black & Scholes, forcément, qui prend en compte en plus le risque de défaut de l'émetteur de la dette de l'actif sous-jacent. Le modèle de Merton est basé sur la théorie de la structure par terme des taux d'intérêt qui stipule que les taux d'intérêt à long terme sont une combinaison entre les taux d'intérêt à court terme et la prime de risque. La prime de risque est la compensation exigée par les investisseurs pour leur crédit, pour le risque de défaut de l'emprunteur. Dans le modèle de Merton, l'actif sous-jacent est une obligation d'entreprise. Alors, lorsqu'un investisseur achète une option sur cette obligation, il s'expose au risque de défaut de l'entreprise émettrice. Le modèle de Merton utilise une formule mathématique pour évaluer la probabilité de défaut de l'entreprise émettrice et la valeur de l'option sur cette obligation. Le modèle de Merton prend en compte plusieurs facteurs pour évaluer cette probabilité de défaut, cette probabilité de risque donc, notamment la valeur de marché de l'entreprise, la volatilité des actifs de l'entreprise, la dette de l'entreprise et les flux de trésorerie future de l'entreprise. Bien d'autres facteurs, hein, là j'ai cité les principaux. Mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science, j'espère que vous avez compris les travaux de Black & Scholes sur l'évaluation des actifs conditionnels, spécifiquement les options d'achat, dit les calls, qui sont sans risque, et les travaux de Merton qui, eux,
sont relatifs aux options sous forme d'obligations d'entreprise qui comportent le risque de défaut de l'entreprise émettrice de la dette de l'actif sous-jacent, est-ce bien entendu. Ce risque signifie qu'une perte n'est plus compensée par un gain et qu'un gain n'est plus compensé par une perte. Voilà. Bon, j'espère donc que vous avez compris les travaux de Black-Scholes et Merton dans cette vidéo in fine. Et je vous dis see you soon mes chers abonnés pour vous faire découvrir un autre grand auteur et enrichir vos connaissances scientifiques. See you soon.